On va aborder justement ces deux fameux thèmes, les sujets de la réglementation et de la décarbonisation avec mes deux invités. Je suis en présence de Laurence Chérila, déléguée générale d'Artema, bonjour, et de Benjamin Frugrier, directeur de développement des entreprises et des projets à la Fédération des industries mécaniques. Bonjour. Bonjour, Frugier. Pardon. Frugier, c'est ça. Absolument. On va commencer avec vous, Benjamin, justement, à cette fédération. Est-ce que vous travaillez à la fois sur l'amélioration et la compétitivité des entreprises? Du coup, c'est quoi vos missions et les enjeux? Alors, les enjeux, c'est de défendre les intérêts des professions. Donc, nous sommes une fédération de 17 syndicats professionnels. Et donc, notre objet social, c'est effectivement de défendre les intérêts, en dernière instance, des entreprises, notamment en matière de compétitivité. Et donc, on travaille effectivement sur les aspects décarbonation, sur la mise en œuvre de solutions au sein des entreprises, mais aussi d'un point de vue réglementaire. Alors, j'imagine que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes secteurs d'activité, pas les mêmes contextes, pas les mêmes business plans. Est-ce que ça a été difficile de poser, d'harmoniser? Comment vous procédez? Vous faites des audits? Comment ça se passe? Alors, c'est effectivement un enjeu. D'abord, ça dépend d'où vient la problématique. Si c'est une problématique réglementaire, eh ben, on travaille avec les syndicats et les entreprises sur comment mettre en œuvre ces réglementations, comment essayer de préserver la compétitivité des entreprises tout en préservant les objectifs de la réglementation. Donc ça, on est dans une approche dans le cadre réglementaire. Et puis sur les aspects plus volontaires, il y a d'autres processus. Notamment, on s'appuie dans le cadre de notre bannière commune qui s'appelle Mécalliance, avec le CETIM, donc le Centre technique des industries mécaniques, l'UNM, l'Union de normalisation des mécaniques, et puis Sofitec et CMECA en matière de financement. Et tout cet écosystème travaille sur les aspects décarbonation en particulier. Du coup, quel lien avec Artema? Alors, Artema est membre de la FIM. Voilà, et donc Artema, son intervention, mais je vais laisser Laurence, s'intéresse à ses propres adhérents dans le contexte industriel qui est le leur. Alors justement, Laurence, présentez-nous Artema et revenir aussi avec une explication sur cette action conjointe. Artema est effectivement un des syndicats professionnels membres de la Fédération des industries mécaniques depuis très longtemps et qui regroupe en fait tous les industriels qui sont fabricants de composants de systèmes mécaniques et mécatroniques. Donc ils sont vraiment au cœur de la mécanique et qui ont un process où ils partent souvent de la matière, qui peut être de l'acier, de l'aluminium, etc., pour aller jusqu'à un produit propre qui est ensuite intégré dans autre chose, qui peut être une machine, une voiture, un avion, etc., dans tous les secteurs d'activité. Et en fait, ce qui est très important, pourquoi on adhère à une fédération, c'est que la fédération, elle est là pour nous passer les informations déjà, elle a un devoir d'alerte, d'information qui est très important. On ne pourrait pas, à notre niveau, suivre toutes les réglementations qui sortent. Donc l'intérêt de la fédération... C'est un relais, en gros. C'est d'avoir un relais, un support. Un support qui décrypte tout, qui voit les choses à l'avance, qui permet de nous alerter en disant, là, il y a ça qui va sortir. Comment nous, derrière, nos professions et nos industriels peuvent être impactés. Et ça, c'est notre travail de spécialiste de nos professions, que la fédération ne fait pas en tant que telle. Par contre, il faut que nous, on soit capable de dire... telle réglementation qui arrive, ça nous concerne. Si ça nous concerne, quel est l'impact? Quelles sont les entreprises touchées? Et puis de remonter aussi à la fédération les données concrètes pour pouvoir après défendre les intérêts globaux de la mécanique en son ensemble. Voilà, donc une articulation à des degrés différents, indispensable et complémentaire. C'est un point très important et nos adhérents nous sont très attachés à la partie veille que la fédération peut nous apporter, alerte et spécialisation. Ce sont des experts. Nous, on n'est pas des experts. Mais pourtant, ces sujets environnementaux, ils sont d'actualité, mais ce n'était pas nouveau pour vous. Est-ce que vous pourriez me dire, si vous avez vu les choses évoluer, quelles ont été, vous parlez d'alerte justement, quelles ont été les choses qui vous ont alerté et donc vous ont poussé à vous rapprocher de la fédération? Alors, d'abord, on est membre de la fédération depuis, je pense, la création du syndicat. Donc, on a l'habitude de travailler avec eux. Les sujets d'environnement à la base, parce qu'on n'appelait pas ça développement durable à l'époque. Non, à l'époque. D'environnement. 10-15 ans, on parlait pas de ça. Voilà, on a créé, nous, une commission environnement au sein du syndicat en 1994. Donc, en fait, ça fait 30 ans qu'on travaille sur le sujet avec deux axes qui étaient une valorisation des déchets, notamment de ce qu'on appelait les melures de rectification de l'industrie du roulement,
et de travailler également sur l'axe de réparation, avec des centres de service pour des garnitures mécaniques d'étanchéité ou des centres de réparation pour des transmissions hydrauliques, la maintenance, etc. Donc on est engagé dans ce sujet depuis longtemps. À l'époque... Vous êtes précurseur en quelque sorte ? On peut peut-être le dire, je n'ai pas l'être seul, mais pour nous, c'est un sujet de préoccupation depuis longtemps. Mais à l'époque, on n'avait pas toutes les réglementations que l'on a aujourd'hui, avec le réveil de tout, peut-être la sensibilité écologique, entre guillemets, et avec aussi des réglementations à Bruxelles. On travaillait parce que nos adhérents étaient mobilisés là-dessus depuis longtemps. Et puis c'était moins un sujet sociétal. Je dirais que maintenant, notamment avec justement tout ce qui est RSE, il y a une prise de conscience collective humaine, humanitaire presque. Voilà. Benjamin, sur le MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, les objectifs aujourd'hui en matière de décarbonisation, il y a toutes ces nouvelles réglementations dont justement Laurence vient de parler. On l'a vu, même à Bercy on en a parlé, puisqu'on a essayé d'alléger un petit peu tous justement ces processus, ces process RSE. Mais pour les entreprises, est-ce que c'est pas perçu comme des contraintes, des lourdeurs ? Est-ce que vous avez des exemples aussi à nous raconter ? Il y a plusieurs façons d'envisager la problématique. Typiquement sur le MACF, il y a des contraintes forcément, puisque les importateurs d'un certain nombre de produits doivent faire une déclaration qui est complexe à mettre en œuvre. Mais par contre, la question de l'objectif parcouru est noble. C'est-à-dire excusez-moi, je vous coupe parce que quoi ? En termes d'infrastructure, en termes de... C'est typiquement, il faut aller sur un site internet et puis donner le contenu carbone des produits qui ont été importés. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a une phase... mesurer, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a une phase un peu allégée, on va dire, puisque les entreprises peuvent utiliser des valeurs par défaut. Donc elles ne sont pas obligées d'avoir les valeurs réelles. Mais dans les mois qui arrivent, à partir de juillet, ce seront des valeurs réelles. Et là, c'est un autre exercice parce que les fournisseurs n'ont pas les valeurs, forcément. Ils ne sont pas habitués à ce genre d'exercice. Et donc, il va falloir trouver des modèles. Et ça, c'est très lourd parce que ce qui est demandé, c'est d'aller regarder les émissions directes. Donc, il faut regarder sur tous les processus sidérurgiques, notamment, toutes les émissions, les mesurer ou les calculer. Et après, il faut les rapporter. Il faut donner aussi les consommations d'électricité, donc ce qui relève de ce qu'on appelle le scope 2, émissions indirectes. Et donc, là, il y a une complexité très, très importante à prendre en charge. Et la problématique aussi, c'est que l'importateur devient responsable de la déclaration de ses propres fournisseurs, alors qu'il ne maîtrise pas ce qui va être fait complètement par le fournisseur. Attendez, c'est ça la difficulté. Responsable ou juste il doit déclarer ? Alors, il est responsable de la déclaration puisque les produits, il les importe, donc il doit faire une déclaration. Par contre, cette déclaration va s'appuyer sur les données réelles transmises par le fournisseur. Et là, il faut avoir un bon choix de fournisseur. Voilà. Et puis, le fournisseur, il n'a pas forcément les données. Parfois, il y a des choses qu'il ne veut pas donner. Donc il y a quand même plusieurs problématiques qu'on découvre au fur et à mesure, puisque le mécanisme vient de rentrer en vigueur. Du coup, c'est quand même un peu perçu comme une contrainte. En tout cas, ce qui va s'avérer bientôt être un sujet rassurant, même qui pourra apporter une certaine confiance dans l'industrie. Au départ, ça peut être un peu une lourdeur administrative ou une contrainte. Ça peut bloquer un peu au départ. D'où la nécessité pour nous, l'obligation même d'organiser un retour d'expérience et après de faire des propositions donc au niveau français mais aussi au niveau européen pour essayer de respecter l'objectif parcouru par la Commission européenne, par l'Union européenne, mais en donnant un cadre plus facile pour les entreprises. Est-ce qu'on est bien placé ? Est-ce qu'on est bon élève ? Nous, la France. Vous parlez France versus Europe. Oui, alors après, globalement, la France, si on raisonne au niveau environnemental, la France a pris des initiatives qui n'étaient pas prises au niveau européen. On peut en citer plusieurs. Il y a la loi AGEC sur l'économie circulaire, le devoir de vigilance, etc. C'est des initiatives françaises qui, aujourd'hui, quelque part, vont être portées au niveau européen. Voilà, donc la France est globalement un petit peu en avance sur le niveau communautaire. Laurence, vous qui intervenez aux côtés justement de ces entreprises, donc dans l'électronique, la mécanique, l'informatique, pour réfléchir, concevoir ces systèmes intelligents et permettre également d'améliorer les performances. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces réglementations dont nous venons de parler ? Est-ce que pour vous également c'est un frein, une contrainte ? C'est quoi les remontées terrain ? Alors,
On va dire, c'est un peu ce qu'a dit Benjamin, ça peut être vécu comme des contraintes et notamment par les PME, parce que c'est beaucoup et c'est très complexe. Je reprends l'exemple du MACF, qui est un point important pour nous, parce que dans le MACF et dans la liste de ce qui est inclus dans le MACF, il y avait notamment les matières et notamment l'acier et l'aluminium. Pour prendre ces deux-là, nous, on a des produits qui sont fabriqués avec de l'acier et de l'aluminium de façon importante. Donc le risque, à un moment, on s'est posé la question, et la FIM nous a éclairé en fait là-dessus, parce que c'est quelque chose de complexe, où on ne comprend pas forcément au démarrage. On se dit, le mécanisme d'ajustement carbone, c'est super. Mais de quoi il retourne en fait dans le concret. Et nous, on s'est rendu compte que sur une de nos professions, qui sont les professions des fixations industrielles, qui vont, alors pas qu'industrielles, automobiles, etc., qui sont partout, qui sont faites à base notamment d'acier, l'impact en fait de ce sujet pouvait être très important parce que la part de l'acier dans les fixations est relativement importante. Donc on s'est dit, on va voir. Donc on a poussé, avec l'aide de la Fédération, mais aussi de notre comité européen, pour que les fixations intègrent la liste du MACF. Une fois qu'on a fait ça, on était contents parce qu'on avait la liste dedans. Et puis derrière, c'est le concret. Et c'est ce qu'a dit Benjamin, le mécanisme pour remplir, c'est bien. Alors quand on a des grands groupes, ils sont outillés, mais déjà ils y mettent du temps. Mais quand ça tombe sur des PME qui sont 10, 20 et qui ont aussi de l'importation de certains produits en complément de gamme, souvent parce qu'ils sont plus faits en Europe, eh ben, eux, il faut qu'ils déclarent aussi. Et donc là, l'accompagnement, le décryptage par rapport de la fédération et tout est fondamental pour que nous, du derrière, avec l'aide de la FIM, on explique à nos adhérents comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut déclarer, quoi. Donc pour eux, c'est une contrainte aujourd'hui. Mais on a pris une décision stratégique qui, pour le futur, est un atout, une opportunité. Est-ce que justement ces entreprises dont vous parlez, qui voient ça comme une contrainte, comprennent, ont la perception justement, arrivent à voir à long terme? C'est notre rôle. C'est ça. L'éducation, la pédagogie. C'est souvent le problème des réglementations européennes, quelles qu'elles soient, c'est comment elles nous impactent. Est-ce que c'est du positif, du négatif, à court terme, à moyen terme, à long terme? Comment on les soutient? Globalement, on a quand même des industriels responsables qui ont envie et qui sont conscients des questions environnementales, développement durable, RSE au global, etc. Ils ne remettent pas ça en cause. Par contre, il y en a tellement qui sortent tout le temps que pour une PME, c'est très compliqué. Donc le décryptage qu'on peut avoir, et nous, c'est à nous de creuser. C'est à nous de creuser, de dire, vous êtes impacté. On peut être impacté. Quel est l'impact derrière? Très compliqué à mesurer, mais il faut, et ça c'est un point important vis-à-vis des réglementations européennes, il faut des mesures d'impact. Il faut qu'on voit ce que ça peut donner sur le tissu industriel européen en règle générale, pas français. Et ça, c'est un travail important qu'on mène en commun, évidemment, parce que moi, je suis un tout petit secteur. Avant de voir comment on aide justement ces entreprises, est-ce que toutes les réglementations européennes sont cohérentes avec la France? Avec les entreprises françaises, avec le secteur, le tissu industriel français. Là, on revient à une strate PME. C'est très compliqué pour les PME d'avoir une vision globale de toutes ces réglementations. Parce qu'il y a des réglementations sur les sites, il y a des réglementations sur les substances dans les produits, il y a la question de la décarbonation plus généralement. Et donc, il y a une problématique de lisibilité. Donc nous, on est garant de ça, c'est-à-dire que c'est notre rôle de rendre tout cet écosystème lisible. Et derrière, après, chaque entreprise va, quand elle a bien compris cet écosystème, elle va faire des choix en disant, parce que tout n'est pas applicable dans notre secteur. Il y a beaucoup de réglementations applicables. Mais tout n'est pas applicable ni obligatoire, peut-être? Oui, c'est ça. Par exemple, si on prend la CSRD, donc le rapport de durabilité et taxonomie, c'est pour des entreprises d'une certaine taille. Mais on leur explique quand même l'écosystème parce que ça peut avoir des impacts indirects, pas forcément réglementaires, mais par exemple, leur banque va leur demander des éléments. Et donc ça, c'est dans un champ complètement contractuel. Mais c'est un des effets de la réglementation. Donc nous, la question vraiment, c'est de la lisibilité et de donner une vision d'ensemble de l'impact de ces réglementations, y compris lorsqu'elles ne sont pas, ces réglementations ne s'appliquent pas directement aux entreprises. Alors justement, on leur donne les moyens. Comment? C'est quoi les outils? Comment on les accompagne? Alors, après, il y a deux volets. Il y a le volet que j'ai indiqué, réglementaire. Et après, on s'appuie typiquement sur notre centre technique pour des aspects de mise en œuvre.
par exemple, quand on a un projet de restriction d'une substance, donc nous, on regarde le volet juridique, le volet réglementaire. Par contre, il faut derrière se retourner vers la technique, donc typiquement le centre des industries mécaniques, pour savoir si ces substances sont dans les produits que nos membres fabriquent. Est-ce qu'il y a des solutions de substitution, etc. Donc en fait, on travaille bien dans un écosystème assez vaste. Et après, avec des millefeuilles. Voilà, avec plusieurs millefeuilles. Et en fonction de chaque sujet, on peut être amené à demander au CETIM, voire à l'UNM, dans certains cas, au niveau normalisation, de travailler sur ces sujets. Donc, rapidement, concrètement, ça veut dire des réunions, des points réguliers avec les entreprises. Comment est-ce que vous structurez tout ça? Alors, en pratique, on fait un groupe de travail avec les syndicats et les entreprises. Donc, on produit beaucoup de choses qui sont publiées à l'ensemble des adhérents. Voilà. On fait des webinaires. Donc, typiquement, dans le cadre du MACF, il y a eu un webinaire pour présenter l'ensemble du dispositif. Et après, j'ai eu pas mal de demandes pour faire un webinaire sur la déclaration. Voilà. Et donc, on a fait un webinaire sur la déclaration. Donc, c'est pas ces outils d'accompagnement. Et on répond aussi à la demande. On n'est pas omniscient, c'est-à-dire qu'on a une vision. Vous êtes flexible. Pardon ? Flexible. On est flexible, c'est-à-dire que nous, on a notre propre vision, mais évidemment, en dernière instance, c'est nos membres qui nous disent, voilà, il se serait bien de faire quelque chose dans ce sens-là. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Tech & Co et de nous avoir justement apporté ces informations sur la réglementation, la décarbonisation.